C'est de faire ça vraiment en parallèle en plus d'être cadre. Et voilà, et j'arrive et je vous rencontre. Donc c'est même pas un désir initialement qui était le mien, mais plutôt le désir de quelqu'un de m'envoyer en formation. Et voilà, j'étais content de me laisser faire parce que du coup c'était une belle rencontre. Et après j'ai rapidement commencé à travailler avec vous. D'accord, ok. Voilà. Bon. Les premiers groupes que j'ai eus, vous m'avez donné, je crois, principalement des cadres. Avant d'avancer, excuse-moi, Cédric, mais on va faire comme on fait en GAP, hein, c'est-à-dire, tu nous as donné beaucoup d'informations. Moi, j'ai envie, il y a des informations que tu viens de nous donner que je trouve très intéressantes, quoi. Okay. La première, bon, je connaissais pas cette histoire, mais la première, c'est intéressant parce que tu dis, il y a deux choses que j'ai envie de relever dans ce que tu viens de dire. C'est, il y a ton responsable, en gros, hein, il décide de virer quelqu'un parce que ça le fait pas du tout. Je dis ça parce on pourra en parler, hein. C'est pas rien de faire intervenir au sein de sa structure quelqu'un pour faire du gap, hein. Et qu'est-ce qui fait que parfois, des commanditaires peuvent mettre fin à un dispositif? Ce serait une question intéressante. Et la deuxième question que tu soulèves, importante, il est vrai que de nombreuses personnes font d'analyse de pratique sans avoir de formation spécifique. Alors c'est de moins en moins vrai, mais c'est encore vrai, hein, parce que c'est pas parce qu'on est psychologue, c'est pas parce qu'on est systémicien ou que sais-je qu'on sait animer les groupes d'analyse de pratique. Et nombreux sont ceux, et parfois ça peut avoir des conséquences importantes, hein, qui font du gap, quoi, sans avoir de formation aucune, quoi, spécifique. Donc je pense que c'est important dans ce que tu viens de dire, voilà, de souligner ça. C'est vrai que j'ai le truc. Par contre, là où je suis peut-être un peu atypique, c'est que j'avais quasiment pas fait de gap avant. Mais je pense que beaucoup de gens qui se lancent pour la première fois dans le gap en ont vécu et donc ont une espèce de modèle sur lequel ils vont tendre. Moi, j'avais vraiment page blanche, quoi, en fait. Mais j'avais déjà l'intuition du tour de table et de vérifier qui voulait parler de quoi. En fait, que j'ai découvert après comme Epsilon comme étant une méthode, comme étant un préalable, en tout cas, dans la rencontre. Voilà. Et ça, j'avais déjà cette intuition-là de bien demander à tout le monde. Voilà. D'accord. Ce tour de table, en tout cas. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré la formation Epsilon, il y a quelques petits points qui ont été validés dans ce que je faisais. Et d'autres où je me suis dit, non, là, il va falloir que j'arrête de faire ça. T'as une idée, par exemple? T'as une idée où tu dis, il faut que j'arrête de faire ça? Ben, il y avait quelque chose chez moi, et pourtant qui me ressemblait pas, mais je sais pas, j'avais besoin de cadrer mes groupes. Et donc, je mettais plein de règles, je mettais plein de principes, je mettais plein de trucs pour maîtriser, tu vois. Et je crois que c'était vachement bien que je rencontre très bien que je rencontre des assistantes maternelles qui, elles, en ont rien à foutre. Et je me souviens d'une fois, on commence la séance, je leur demande comment elles vont. Elles disent, non, on a besoin de vous dire un truc. Nous, là, on vient pour échanger. On n'est pas à l'école. Donc, vous voyez, les cahiers, on va les ranger. On va sortir à bouffer. Et on va manger pendant l'analyse des pratiques. Et dans ma tête, je me dis, bah non, on va pas faire ça. Et là, je me suis pas senti de dire non, et ça s'est extrêmement bien passé, voire mieux passé que les séances précédentes. Donc, il y avait quelque chose où je devais lâcher, et que c'est à la fois un temps de travail et en même temps un temps qui appartient au groupe. Et c'est comment on compose avec le souhait du groupe, de la façon dont ils ont envie d'orchestrer aussi ce temps-là. Et chez les assistantes maternelles, j'ai appris après qu'en fait, c'est une tradition, quand on se retrouve, de ramener à manger. Tu dis quelque chose d'important là, c'est-à-dire, t'amènes à travers cet exemple, t'amènes une notion très forte chez nous, quoi, ce qui est la synchronisation, quoi. Ouais. C'est-à-dire que on peut pas animer un groupe d'analyse de pratique de la même manière, de telle à telle institution, avec tel et tel métier, tel et tel public, voilà. Si on a une équipe de 4, ça va être différent que si on a, moi je connais aussi, j'ai fait beaucoup de groupes d'analyse de pratique avec des AF. Voilà. Il y a des cultures. Et c'est comment on va s'ajuster, quoi. Alors, on pourra parler, hein, position haute, position basse de l'animateur du groupe d'analyse de pratique. Il n'empêche que il y a à se synchroniser avec un groupe et de faire avec le lieu où on est. Que c'est une question fondamentale, quoi, de pas imposer son mode de fonctionnement. Je reviens à ma question, du coup. Alors, tu te rappelles de ton premier groupe ou un de tes premiers groupes? Avec Epsilon ou non, mon premier groupe, il y avait celui-là. Il y avait celui de la maison d'enfance, mais on va pas dire, je vais pas être dessus, mais sur la centre maternelle, ouais, c'est vraiment. C'était ça? Ouais, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça? Ouais, d'accord, ok. C'est avec eux que j'ai essuyé les plâtres. C'est avec eux que tu as essuyé les plâtres. On dira jamais assez le plaisir qu'on peut avoir d'animer des groupes je sais pas si tu partages ça avec moi, mais avec des assistantes maternelles, le plaisir qu'on peut avoir. Ouais. Moi, je pense à beaucoup d'assistantes maternelles d'où les enfants sont placés. Je sais pas si c'est le même public que toi. Toi, c'était vraiment... Moi, c'est vraiment les nounous, quoi. D'accord. Et les gens à qui tu confies ton enfant de moins de 3 ans.
des parents, quoi. D'accord, Lambda. ok, d'accord. Ça montre que beaucoup de publics qui bénéficient pas de la naturopathie pour en bénéficier, quoi. Ben ça, c'est dans le secteur de la petite enfance, c'est les premiers en fait, Ouais. parce que les relais assistantes maternelles étaient plutôt précurseurs pour mettre ça en place pour les assistantes maternelles, et donc quasiment sur tous les territoires où il y a des relais, il y a de l'analyse des pratiques. La seule chose un peu embêtante qu'ils n'arrivent pas à régler, mais bon, ça c'est leur problème entre guillemets, il peut y avoir sur un territoire 200 assistantes maternelles, et tu vas y avoir un groupe Ok. sur une année. Donc les gens s'inscrivent et donc tu as les 10 plus motivés ou les 12 plus motivés pour venir faire. Et ensuite tu fais un an ou deux et après le groupe il change, il y a d'autres personnes qui s'inscrivent pour bénéficier tout le monde à un moment donné d'analyse pratique. Mais c'est pas comme dans nos institutions quelque chose de continu sur plusieurs années avec une. Alors, venons-en donc. Voilà, moi je me rappelle, hein, je me souviens de toi hein, quand t'es arrivé, que t'es arrivé pour te former. J'ai un souvenir précis. Je dirais pas au micro, je dirais mon Je te retour. remercie. Dans la méthode d'Epsilon, on va parler de la méthode d'aujourd'hui, hein, mais ça ne nous empêchera pas de faire des liens de qu'est-ce qui a évolué, mais qu'est-ce qui te semble le plus pertinent, les points qui te semblent les plus pertinents dans la méthode proposée aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, du coup, c'était déjà le cas avant. Moi, ça a été la question et le titre. La question et le titre. Ouais, vraiment, de demander aux personnes avant même, enfin, des fois on laisse un peu déployer la situation, mais de demander à un moment donné une question et un titre, ça m'arrive de l'oublier et je vois la différence. Oui. Ça m'arrive d'être embarqué sur une situation et je vois la différence. Ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose qui m'a beaucoup aidé à restructurer, ou en tout cas, à mieux accompagner les personnes. S'il y a quelque chose que je devais retenir, c'était vraiment ça, quoi. Mmh. Parce qu'ensuite, c'est plutôt la systémique qui va m'aider, parce qu'une fois qu'on demande à la personne de présenter sa situation et qu'on le questionne, je suis monté en compétence dans les questions à poser, dans les choses à rechercher. Faut dire que sinon, avant, c'était un peu tout azimut, je savais pas trop ce que je cherchais, en fait. Donc, on posait plein de questions pour mieux comprendre la situation, mais j'avais plus tendance à partir dans ma direction, D'accord. dans ma propre logique, dans ce que je posais sur l'autre, comme situation. De l'idée que tu avais. Ouais, l'idée que j'avais D'accord. de son problème, plutôt que D'accord. d'essayer de rejoindre son problème avant d'amener le groupe à discuter. D'accord. Mais du coup, la question et le titre en amont me permettaient de réduire cette incertitude. Ça me donnait au moins une direction souhaitée par la personne qui exposait. Même si moi je partais sur mes propres hypothèses ou mes choses, ça les restreignait un peu quand même. Mmh. Tu vois, ça les mettait dans un cadre un peu différent. Mmh. Sur la méthode, il y a ça. Mais Et peut-être. je sais plus si, parce qu'on utilisait déjà dans la première méthode, je crois, beaucoup les métaphores. Ouais. Et beaucoup des choses comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais ça, en fait, et que j'en utilisais énormément dans la vie de tous les jours. Et que du coup, ça a été un outil aussi extrêmement puissant, qui a été validé plutôt par la systémie que par la méthode que l'on avait. Ouais. Après, j'ai vu plus, du coup. Mais voilà. C'est intéressant de déplier tout ça parce que, pour ceux qui nous écoutent, quoi, ce qu'on appelle la question, hein. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a 15 ans, on travaillait, on était pétri de Rogers, on était pétri de, nombreux parmi nous, on venait du champ de la psychanalyse, on s'était rendu compte que, comme beaucoup faisaient, que ça marchait pas, c'est-à-dire d'avoir une posture analytique, on était assis, puis on laissait les gens parler, ça partait dans tous les sens, ou alors les gens étaient inhibés, ils n'osaient pas parler, donc ça créait du malaise, etc. Nous, assez vite, on a évacué ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était, faut vraiment qu'il y ait une interaction, une relation avec l'animateur et l'animateur était engagé auprès des personnes pour qui il était là, quoi. Donc ça, c'était un élément important. Alors la question, c'était effectivement, on avait repéré que le grand danger, c'est que si on donnait la parole aux personnes présentes, quoi, c'est que ça pouvait partir un peu dans tous les sens, quoi. Et pour resserrer la situation, c'était bon, c'est quoi votre question? Et c'est vrai que grâce à l'approche de Palo Alto, hein, on avait une intuition très forte qui était de dire, et je te laisserai par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi la question? C'est-à-dire, en fait, on va aller vers une problématisation. Sans le nommer directement, on dit pas c'est quoi le problème, mais il y a l'idée quand même, c'est quoi le problème? Ou qu'est-ce que tu veux? Je le dis un peu autrement, c'est-à-dire que pour moi, la question, c'est que quand les gens présentent des situations, pour moi, ils ont une multitude de questions à résoudre. Ouais. Et en 1 heure, ou 1 heure et demie, on va pas pouvoir tout régler. Et on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc c'est presque d'amener la personne à commencer à travailler sa situation en réfléchissant à ce qui potentiellement
et le plus désagréable dans la situation. Et le reste, on verra, peut-être sur une deuxième ou une troisième séance. C'est de réduire l'illusion qu'on va pouvoir traiter la situation dans sa globalité, mais plutôt une question qu'on va essayer de résoudre. Et c'est plus tard qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en réussissant à résoudre une question, les autres, la personne savait comment les résoudre, en fait. C'est-à-dire que cet apprentissage-là d'une seule question lui permettait de résoudre les autres, ou en tout cas par ricochet. Et c'est ça qui me plaisait bien. Et donc c'est vraiment ça, moi, que je demande aux gens quand je fais les groupes, c'est quelle question vous auriez à résoudre, en fait. C'est pas un problème, ou c'est quelle question vous aimeriez résoudre aujourd'hui, tout en imaginant que sur la même situation, on pourrait en parler de façon très différente. Et du coup, moi, je suis vraiment au service de cette question, en fait. D'accord. Du coup, je reviens inlassablement sur cette question. Les questions que je peux poser ou l'animation que je peux faire, c'est toujours en direction de cette question à résoudre. Et si la personne dit c'est OK, la question à résoudre et qu'il me reste du temps, par exemple, sur un groupe, on peut demander s'il y a une deuxième question à résoudre. On continue sur s'il y a d'autres choses à avancer. Mais sinon, on s'occupe vraiment que de cette question-là. Avant de... On va revenir sur la question du titre, hein, parce que j'avoue que c'est une idée qu'on avait eue quand Marc Landreau et moi-même, on a animé la formation animée Grimpe, qu'un jour on a dit, mais c'est devenu spontanément, moi, c'est quoi le titre? On va revenir. Mais avant de parler de ça, parce que j'y tiens beaucoup, mais est-ce que pour que ce soit encore plus concret pour ceux qui nous écoutent, c'est quel peut être le type de questions qui sont posées par les exposants? Très souvent, en tout cas, des questions qu'on va pouvoir travailler vont commencer par des comment. Comment réussir à? Comment accompagner la personne à? Comment réussir à faire ci? Comment me sortir de ça? Mais du coup, c'est souvent un comment. D'accord? De temps en temps, on a des pourquoi. Des gens qui ont besoin de comprendre pourquoi ils ont fait telle chose ou telle autre. Je considère pas que c'est une question facile en gap et potentiellement qu'on va pas pouvoir y répondre. Mais j'accepte que ce soit l'idée de départ, mais c'est mon questionnement qui va peut-être permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus réaliste à solutionner, on va dire. Je sais pas comment le dire. Mais je sais que tu le dis autrement, mais moi c'est un peu ça. C'est-à-dire une question auquel on peut répondre. Pourquoi j'ai fait ça? Ça me paraît être quelque chose de tellement obscur avant de réussir à démêler. Et quand bien même on comprend pourquoi on fait les choses, pas sûr que ça nous permette d'avoir une marge de manœuvre pour les changer. La compréhension d'un phénomène ne permet pas tout le temps d'avoir les solutions, en tout cas pour le changer. Ça répond un peu à ta question, mais ouais, ça répond. Et en t'écoutant, je me disais aussi ce qui est important d'entendre. Enfin, il y a vraiment un élément. On avait l'intuition très forte, mais c'est vrai que quand on a découvert l'approche de Palo Alto, c'est venu consolider et donner une forme aux questions qu'on se posait. C'est que très souvent, quand les exposants venaient avec un problème, ils partaient souvent de ce qu'on appelle aujourd'hui le porteur de symptômes. C'est-à-dire l'éducateur, c'est je vais parler de Nadia. Ou alors le manager il dit je vais parler de mon assistante. Et en fait, il présentait l'autre comme c'est lui le problème, quoi. Nadia, elle se déchaîne, elle fout le bazar dans le... Et du coup, le grand danger pour nous, à l'époque, c'était d'essayer de faire appel à nos savoirs théoriques. On avait lu Cyrulnik, on avait lu Winnicott, etc. Et décaler sur... on faisait un grand descriptif de pourquoi éventuellement les troubles. Et puis du coup, on en arrive à des groupes cliniques, ça n'a rien à voir avec des gaps. Merci de dire ça, parce que c'est exactement ça. Je crois que moi, de rencontrer Epsilon, ça m'a fait passer d'une animation qui ressemblait à des synthèses à de l'analyse des pratiques qui me recentrait sur la personne qui présentait la situation et que c'était lui qui avait quelque chose potentiellement à bouger pour améliorer le truc. Et du coup, qu'on se mette un peu plus à parler des individus qui présentent les situations que des gens qui poseraient problème. Voilà. Avec un décalage énorme avec une approche où le problème c'était l'autre. Donc avec une approche souvent psychologique, une approche interactionnelle. C'est OK, imaginons que ce soit Jacques qui est l'éduc. Ah, qu'est-ce que tu voudrais? Ton problème c'est quoi? Petit à petit, voilà, c'est penser son interaction avec Nadia, par exemple, pour dire qu'est-ce que j'ai fait qui marche pas, repérer ce qu'elle avait fait pour faire autrement. Hein, ça, voilà, pour parler de cette évolution qui a été essentielle pour nous. Du coup, je reviens au titre. Tu peux donner des exemples de titres et comment on utilise cette histoire du titre? Alors, ce qu'on essaye d'inviter... Je suis en train de me dire d'autres choses sur la question et du coup... On peut revenir, oui, bien évidemment. Ça marche, on peut être un peu bouillant comme ça marche, super. Non, parce que hier, j'ai eu une séance, donc
La personne, par exemple, se retrouve à avoir rencontré quelqu'un chez lui, elle fait des visites à domicile et des entretiens téléphoniques. Donc la même personne qui la reçoit chez elle est agressive tout le long de l'entretien. Et elle fait bonne figure. Mais quelqu'un qui est agressif sur l'institution qu'elle représente, mais pas sur elle. Ça marche? Et l'entretien téléphonique qu'elle a 3 semaines après avec cette personne est aussi extrêmement agressif, voire menaçant. Je rentre pas dans les détails, sinon vous allez savoir où c'est que c'était, avec qui c'était, donc on va garder une forme d'anonymat. Et voilà, je considère que par exemple, sur une situation comme celle-là, il pourrait y avoir une multitude de questions. Comment faire avec quelqu'un d'agressif? Dois-je signaler ou pas l'agressivité de ce monsieur-là à l'ensemble de mes services? Parce qu'il peut y avoir des mesures, en tout cas, il y a des protocoles pour les agressifs. Et en fait, sa question, c'est, je dois le recontacter, comment m'y prendre? D'accord. Donc du coup, voilà, il y a des gens dans le groupe qui tout de suite disent, mais signale-le, parce que si d'autres personnes y vont, j'ai hop, hop, hop. La question est comment elle y retourne? Comment il y a un Si temps ça avait été comment le signaler, je comprends que vous mais en tout cas, vous, dans la même situation, vous le signaleriez. Donc je reprends. Et du coup, ça me permet d'être vraiment sur la direction que la personne a envie de résoudre sur une situation qui pourrait être complexe et on pourrait tous avoir envie de résoudre plutôt cette direction-là, plutôt celle-là. Et elle avait vraiment le désir d'y retourner et de pas couper le lien avec ce monsieur-là. Et du coup, on a travaillé comment maintenir un lien avec quelqu'un de potentiellement agressif. Ok. Et ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnes, c'est que tu fais intervenir le groupe. C'est-à-dire que tu dis, les collègues, ils avaient envie De l'emmener sur de l'amener où eux, ils voulaient aller. Oui, Et donc, exactement. ça, une merveilleuse illustration pour dire qu'un groupe d'analyse de pratique, c'est aussi, il y a une dimension pédagogique, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est aussi d'amener les participants à dire, on apprend à écouter, quoi. Parce qu'on sait qu'on C'est ça. on aura- Et on essaye de faire du sur-mesure. on essaye de faire du sur-mesure et on C'est apprend vraiment à écouter l'autre dans ses besoins et non pas par des biais cognitifs, quoi, de dire, moi, c'est ça qui m'intéresse, et donc je vais aller là. En fait, ils se rendent pas compte, ils parlent d'eux en essayant de résoudre le problème de l'autre. Donc, du coup, aussi, ça permet des échanges et de mieux se connaître les uns les autres parce que, mine de rien, quand ils donnent un conseil, c'est un truc qu'ils appliqueraient pour eux. Bien sûr. Et donc, ça, c'est pas inintéressant, surtout dans des dynamiques d'équipe. Voilà. Mais c'est de toujours les obliger à réécouter, du coup, le besoin d'un collègue. Ce qu'ils font rarement en réunion, ce qu'ils font rarement sur le terrain, mais d'écouter vraiment et de repérer les particularités de leurs collègues qu'on va pouvoir mettre en jeu pour se mettre au travail. C'est-à-dire que faut vérifier que le collègue, quel est son rapport à l'agressivité, quoi. Comment elle s'est sentie, est-ce qu'elle a eu peur, est-ce qu'elle a été tétanisée, est-ce que du coup elle va y retourner avec une boule au ventre, quel est son rapport à ça. Et voilà, et la personne elle dit non mais moi ce monsieur-là me touche, je comprends sa situation, son agressivité, ok elle est un peu débordante, mais il est dans un désarroi complet, je veux continuer à être présente. Voilà. D'accord, donc il y a un traitement. Voilà. Un traitement des émotions, quoi. Oui, et puis si elle avait dit qu'elle avait peur de l'agressivité, on aurait travaillé sûrement sur une autre piste ou autre chose. Donc en fait, on va se rapprocher du rapport que chacun a avec l'agressivité. Ça, c'est pas inintéressant, ce qui se passe peu dans les dynamiques d'équipe. Bon, en tout cas, quand moi j'étais cadre, on n'a pas le temps de travailler ça. Ou en tout cas, on va passer là-dessus. Et nos équipes n'attendent pas de ça des cadres non plus. On travaille ce genre de choses. Ok. Voilà. On est quelque chose d'un peu à part, en fait, quand on arrive dans les institutions. Ok. Ok. Quel titre, alors? Tu te rappelles est-ce qu'il avait donné un titre? Ouais, elle avait donné un titre. Colère. Colère. Ok. Colère. Bon. Alors, il faut en dire, alors, est-ce que tu as d'autres titres? Moi, je dis ça parce que parfois, en fait, quand on amène, alors, et pour donner le contexte aux personnes qui nous écoutent, on fait un tour de table, on demande aux gens quelles sont les situations qu'ils souhaitent travailler. On leur demande de faire une bande-annonce, il nous faut une bande-annonce. Là, on choisit à un moment donné, on choisit une situation. La personne, elle commence à raconter la situation. Au moment où on sent que c'est juste, on lui pose, bon, ce serait quoi la question? Quelle est votre attente? Chacun a sa manière de procéder. Et puis, à un moment donné, il dit, bon, si c'est un film, si c'est un roman, quel titre vous donnerez? Si c'était le chapitre d'une histoire. Si c'était le chapitre d'une histoire. Ouais. Alors, parfois, on a des choses très poétiques, hein. Ouais. La lumière s'est fermée. Tempête, brouillard, on a des images, très imagées la plupart du temps. Ouais. Et on repère des émotions à l'intérieur de ça. Voilà. Et le titre, soit moi je l'utilise tout de suite. Des fois, ça m'arrive. Tout de suite. Et en fait, je le questionne tout de suite. Je le laisse pas en suspens comme ça. Il y a des moments où je le questionne tout de suite et des moments où je le questionne plutôt sur la fin. Donc ça va vraiment dépendre des titres. Par exemple, hier, colère, je lui demandais s'il y avait des points d'interrogation, points d'exclamation, s'il y avait une ponctuation à la fin de son mot colère. Et si la colère concernait sa colère à elle,
la colère du monsieur ou la réception de la colère du monsieur. C'est-à-dire que pour moi, il y avait 3 possibilités et qu'en fonction de la question, je préférais aller vérifier que c'était bien de celle-là dont elle parlait. Et après, on a pu retravailler. En tout cas, moi, ce que je trouve très intéressant, effectivement, grâce à ce mot colère, ça te donne quand même énormément d'éléments. Tu es directement dans l'émotion. En fait, la force du titre, c'est que la personne, on lui demande juste en gros de pas réfléchir. Alors, il y a des gens qui diront c'est l'inconscient qui parle, il y a d'autres qui diraient c'est processif. Enfin, c'est cette part qui serait pas le rationnel, mais qui est, et souvent, effectivement, quand on articule la question avec le titre, ça nous donne une puissance de compréhension d'une situation de façon remarquable, quoi. On aura peut-être l'occasion d'illustrer ça à travers de nombreux cas. Mais par contre, hier, l'anecdote, c'est que c'est tellement intéressant. Moi, ça fait la 2e fois que je rencontre le groupe, que la 2e fois. Mais par contre, c'est sur des journées entières. Quand la personne a commencé à présenter sa situation, c'est la voisine qui a dit « Attends, t'as un titre ?» Et c'est-à-dire pour moi, c'est vraiment synonyme que la fois précédente, on a travaillé avec cette méthode-là, elles en ont vu l'intérêt immédiat. J'ai jamais vu que ça soit aussi rapide, mais je pense que c'est aussi parce que c'est la journée qu'on a fait pas mal de situations. Et ça, c'est assez touchant en fait. Du coup, c'est carrément le groupe qui se saisit de notre méthode, voyant sa pertinence et son utilité. Et donc voilà, c'était juste pour l'anecdote de voir des gens se saisir de notre manière de faire, et c'est presque plus à nous d'y penser. Tellement pour eux c'est efficient, voilà. Donc c'est plutôt des jolis retours comme ça. Super. Bon, alors revenons justement. Donc tu disais que ce que voilà, ce que t'as amené la méthode d'Epsilon. Je te disais qu'est-ce qui te semble pertinent. Donc t'as pu mettre à jour effectivement la question pour voilà, pour vraiment sentir où on doit aller pour accompagner la personne exposante. La question du titre. Après, tout à l'heure, tu parlais du questionnement. Hein? On pourrait peut-être en parler. Il y a un dialogue. C'est-à-dire, nous, on n'est pas, comme on dit, on ne croit pas du tout à la neutralité. Non. On est dans une interaction avec avec la personne qui expose et le groupe. Hein, ok? Du coup, tu peux essayer de nous dire un peu qu'est-ce que tu attends du dialogue? Mon premier objectif, c'est qu'à un moment donné, la personne en face de moi me dit, vous avez compris exactement ce que je vis. Et tant que j'ai pas ça, d'une certaine manière, tu vois, presque bon, ça va pas durer 30 minutes, mais je me donne à peu près 10 minutes dans le dialogue, dans les reformulations que je peux faire, pour que la personne se sente comprise. Je considère que du moment où la personne se sent comprise par son interlocuteur, même si à la fin on n'arrive pas à résoudre quelque chose, même si à la fin elle voit pas ce qu'elle pourrait faire de différent, d'avoir été comprise, j'ai vu que ça changeait fondamentalement le rapport à la situation. Déjà, si la personne me comprend, c'est que je l'ai écouté. Tu vois, enfin, il y a quelque chose de, si elle me dit c'est vraiment ça, c'est que moi j'ai vraiment été dans l'écoute et que j'ai suspendu toutes mes hypothèses, toutes mes interprétations polluantes, c'est que je les ai mis de côté. Et là, je suis à peu près prêt ensuite à l'accompagner, elle et le reste du groupe. Et là, dans un second temps, je peux commencer à remplir ma grille. Mais je considère que du moment où j'ai cette intention-là et que j'y tends, inconsciemment, enfin, ou sans m'en rendre compte, je remplis ma grille, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'explore quelque chose. Et je me suis transformé, c'est dans un livre systémique, il y avait ça, je sais plus. C'est comme si j'étais un enquêteur. Il y a vraiment quelque chose de ça. Et que je dois choper à peu près tous les éléments pour pouvoir les comprendre et les assembler et faire un nouveau récit à la personne. Et que c'est ce nouveau récit qu'elle va valider en disant, vous m'avez vraiment compris. C'est exactement ça, ce que je vis. Souvent, on a beaucoup d'émotions quand les gens se sentent complètement rejoints et compris. Comme si c'était la première fois. Et très souvent, ce qu'on a comme retour aussi, c'est que ils ont une idée d'une situation qui leur convient pas. Mais au moment où ils se sentent compris, c'est presque comme si on leur livrait quelque chose de plus rationnel ou de plus cohérent dans la situation. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme s'ils avaient une histoire un peu très touffue et que nous, on avait un peu élagué ce qui n'était pas forcément utile dans l'histoire, ce qui n'était pas le centre de l'histoire. Et quand ils se sentent rejoints, c'est comme si on avait vraiment, ouais, c'est ça, c'est de cet arbre que je veux parler, c'est de celui-là. Dans ce que tu exprimes, c'est intéressant aussi parce que ça dit quand même une spécificité dans ce que tu dis. Je reconnais quand même quelque chose de très fort qu'on fait passer dans nos formations de formateurs de GAP, c'est que d'animateurs de GAP, pardon. C'est que il y a une grille de lecture dont on prend de nombreux éléments de la grille de lecture de Palo Alto, résolution de problèmes. Ouais. Ok. On va pas forcément développer ça tout de suite, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important dans ce que tu dis, selon moi, et que j'insiste. Tu sais bien que j'insiste énormément, c'est la question du récit. Oui. C'est-à-dire que notre technique de
parce qu'on parle de reformulation, mais c'est un peu galvaudé, parce que souvent, quand on parle de reformulation, on pense à Rogers et on On envoie redit le du miroir. même. C'est Ouais. beaucoup plus qu'une reformulation, on va raisonner, on va faire résonner le récit de l'autre. C'est-à-dire que on va reformuler, mais on va aussi mettre à jour un peu ce qui nous semble implicite du récit. Mm. Et ce qui Et, est important comme et ce qui est valeur pour la important personne, pour ce la qu'il personne, défend. voilà. Ouais. Et donc, petit à petit, la personne, elle va pouvoir déployer ça que tu dis. Là, je suis en train de reformuler pour voir si c'est bien ça, j'ai bien entendu. Mais c'est plus que reformuler. C'est dire que on va permettre à quelqu'un d'accoucher de son récit, qui est là, parce que quand on a vécu plein de choses, prenons un exemple simple, hein. J'ai rencontré une amie hier, voilà, j'ai vécu ça, ok? Et j'ai eu un rendez-vous, on a déjeuné ensemble, etc. Puis, je rencontre une tierce personne, et en lui racontant ce déjeuner, en fait, je déplie tout ce qui s'est passé. Tout était là, était un peu confus, mais le fait de l'énoncer, de le mettre à jour, ah ouais, c'est vrai. Puis, quand elle m'a dit ça, c'est, ça m'a fait ça, ça m'a fait bizarre. Et en fait, nous, on est comme des révélateurs. On permet à l'autre de révéler son récit. Et on se rend compte que si ce travail est bien fait, Mm. déjà la personne, elle y voit un peu plus clair dans ce qu'elle traverse. Ce serait ça, hein. Oui, Ce serait ça, exactement. Cédric. Et j'ai suffisamment d'expérience pour valider ça. C'est-à-dire que des gens qui disent, une fois qu'on les a compris, qui à un moment donné disent, mais j'ai presque le sentiment qu'on pourrait s'arrêter là. Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils ont une vision un tout petit peu différente de la situation qui leur a été livrée, un récit qui les a rejoints. Il y a quelque chose de vraiment, et d'un seul coup, ils y voient plus clair. Mhm. Et pourtant, on n'a pas travaillé les pistes, on n'a pas travaillé ce qu'ils pourraient faire différemment, on a juste raconté le récit avec de nouveaux éléments qu'on a perçus et que les personnes nous ont validés, hein, c'est toujours une tentative, hein. On tente de rajouter des choses, et du moment où il y a ça, la personne dit, ok, c'est bon, je peux voir à peu près ce que je pourrais faire de différent. Alors des fois, il y en a qui souhaitent le travailler avec le groupe, c'est-à-dire du coup, on change la question, on est sur autre chose, on va prendre une nouvelle direction, et d'autres personnes qui disent, non, non, passons à une nouvelle situation, pour moi, c'est bon. Mhm. Et ça, moi, je vais pas le vérifier ensuite. Mais s'il y a un mot aussi qui est important, c'est la reconnaissance. Reconnaissance de ce qu'ils vivent. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et que chaque fois, même s'ils font des trucs un peu de travers, même si ça a été maladroit, ce qu'ils ont fait, c'est de reconnaître l'intention qu'il y a derrière. Mhm. Et souvent, c'est ça qu'ils mettent pas à jour, et c'est ça que moi, dans mes reformulations, j'essaie de mettre à jour. C'est-à-dire l'intention qu'ils avaient. Ok, ce qui est pour vous, ce qui est important dans le métier que vous faites, dans cette jeune fille, c'est la préoccupation que vous avez. Vous êtes tellement préoccupé que vous l'engueulez quand elle rentre de fugue, quoi. Et plus vous l'engueulez, plus elle repart, quoi. Mhm. Mais vous avez le désir de la garder, de la protéger le plus que vous pouvez, quoi. C'est de la maladresse, en fait. Ouais. Hein? Et quand la personne est reconnue comme quoi il a le désir de protéger, mais qui s'y prend mal, et qu'il le va bien, il y a quelque chose qui se libère, tu vois, il y a quelque chose qui, ben oui, c'est ça le cœur de mon métier, je me lève tous les matins pour les protéger, quoi. Mais par moment, à force de les protéger, je les fais fuir. À trop les protéger. Voilà. Ouais. Et rien que de se rendre compte de ça, la personne me dit, ok, c'est bon. Moi, j'ai plus besoin de suite. Je sais ce que pourrais faire de différent. C'est intéressant, ça, parce que en tout cas, chez nous, c'est un postulat de base, c'est que les gens essayent toujours de faire au mieux. Toujours. Et que J'ai personne de mal intentionné en face de moi. c'est important de le dire par rapport au Ouais, positionnement Mmh. de Pseudoméa, quoi. C'est qu'on part du principe, d'accord? On n'utilisera Ouais. pas des termes parfois qui sont utilisés. Il serait tordu, il serait pervers, ou des choses comme ça. C'est un truc qu'on s'interdit au niveau du langage. Ouais. On part du principe que la personne, elle veut faire au mieux. Je pense à la situation que tu décris qu'on utilise dans nos formations. C'est cet éducateur, effectivement, qui gueule sur Nadia parce qu'à 23h, elle rentre et est dans des états pas possibles. Quand il gueule dessus, quand on a mené la relation, le travail d'écoute avec ce monsieur, on se rend compte, cet éducateur, hein, on se rend compte que cet éducateur, il est lui-même papa. Il a lui-même une gamine de 14 ans. Et quand il voit une gamine dans le foyer qui se met dans cet état-là, ça le rend dingue. Et du coup, émotionnellement, ça monte et puis il gueule dessus, quoi. Et grâce à ce travail d'élaboration, il va dire, en fait, j'ai le contraire de ce que je veux, quoi. En fait, je voudrais qu'elle reste là, qu'elle prenne soin, et le fait que je gueule dessus, ça la fait fuir. Donc, il réalise à ce moment-là, quoi. Et donc, c'est important c'est pour moi un élément essentiel, parce que on pourrait dire qu'il faut quand même avoir de la tendresse pour les gens qu'on accompagne. Oh oui. Hein? Oui. Une forme de tendresse, ouais, et puis d'estime de ce qu'ils font, quoi. Et d'estime pour ce qu'ils font. Et qu'à chaque fois, même s'ils sont maladroits dans la façon de le formuler, derrière, quand même, c'est des gens qui se lèvent tous les matins pour aller s'occuper, quand même, d'une population, que la plupart du temps, que ce soit dans les médias ou ailleurs, personne ne veut s'occuper, qu'on voudrait bien ne pas voir, et ils vont quand même se les coltiner.
Donc, au moins qu'on repère chez eux toutes les bonnes intentions qui sont les leurs dans tout ce qu'ils essayent de faire. Et ça a un autre effet très puissant, c'est quand on reconnaît la bonne intention ou la belle intention de la personne et qu'elle nous la valide, ouais, c'est exactement ça que j'essaye de faire, j'y arrive pas. Ça resitue la personne au milieu de son équipe. Parce que très souvent, dans les équipes, on peut avoir des regards un peu durs vis-à-vis de son collègue, qui s'y prend mal, qui a des mauvaises intentions. Très souvent, quand il s'y prend mal, en fait, en tout cas, on va lui coller une mauvaise intention. Et dès qu'on entend l'intention qui est celle du collègue, réelle, fait par l'animateur, il y a quelque chose aussi qui relie les gens, en fait, d'un seul coup, en disant, mais mince, je me suis trompé sur toi. Moi, je pensais que, en fait, t'étais juste un gueulard, quoi, sur la gamine, et que t'étais sans cœur. Et en fait, non, t'as encore plus peur que moi qu'il lui arrive des trucs. Ok, ben je comprends mieux, du coup, ta réaction le soir, qui me mettait, moi, mal à l'aise parce que tu hurlais, parce que tu criais, parce que tu la pourrissais. Enfin, voilà. Tu comprends ce que voilà. Donc, ça a aussi un effet de rejoindre les gens sur les belles intentions qu'ils ont quand ils essayent de faire des choses, même si c'est extrêmement maladroit. Pour les dynamiques d'équipe, c'est vraiment intéressant. Alors, et du coup, là, tu donnes une dimension importante du groupe d'analyse de pratique, c'est-à-dire, c'est énoncé, mais là, tu le nommes de façon très concrète, c'est que le groupe d'analyse de pratique doit permettre aussi de participer à une culture commune au niveau d'une Oui, équipe, hein, ouais. et un travail en commun, hein. Et on dit, c'est à la fois, c'est des gens qui viennent pour eux en disant, ben, j'ai telle J'ai une difficulté situation. avec tel jeune ou telle famille, etc., j'aimerais en parler. Mais on sait aussi que c'est un travail ensemble, en commun. Ça permet de développer l'écoute chez tout le monde et puis aussi de voir les collègues autrement Une empathie entre collègues. ouais, hein, et donc ça Ouais. participe à renforcer, dans le meilleur des cas, quoi. En tout cas, c'est pas toujours facile, hein, Mhm. on réussit pas tout le temps, mais ça permet de favoriser le travail collectif. Ah oui, je pense que c'est un Hein. des effets du gap. Ça ne doit pas être un objectif. Mhm. Parce que Mhm. je pense qu'on se tromperait si ça Ouais. l'objectif. Ce Surtout qu'on serait n'a pas tout le temps des équipes. ouais. L'objectif, c'est vraiment de rejoindre des gens. Et tant qu'on fait ce travail-là, moi, je crois beaucoup qu'il va y avoir un effet sur l'équipe. Parce qu'on n'a pas tout le temps des groupes avec des équipes. Oui, il y a C'est ça. Et que du coup, ça peut pas être un il y a objectif des de gap. typologies Il y a de des gap très typologies qui fait différentes. que les gens, bah, ils travaillent dans la même boîte, mais ils font pas équipe. Et voilà. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à voir ce Ou des lien-là, AF ou qui voilà. travaillent chacune chez elles et qui se Exact, retrouvent ou exactement. des AS qui Voilà. travaillent sur des territoires Ou des chefs de différents service et qui qui se sont sur retrouvent. différents établissements Ok. et ils font partie de la même boîte, mais c'est Exact. pas si pertinent que ça. Ça va leur permettre peut-être de mieux se parler ou de se téléphoner en cas de besoin parce qu'ils vont repérer dans le groupe quelqu'un qui est un peu comme eux et donc ils vont pouvoir s'appuyer sur lui en cas de problème dans leur établissement pour pouvoir en discuter. Peut-être que ça va favoriser des rencontres, mais pas une dynamique d'équipe. Je Ok. me leur pas là-dessus. On va pas, c'est pas le but, hein, de présenter la méthode Epsilon dans le détail, mais je veux simplement, bon, t'as parlé de la question, t'as parlé du titre, il y aurait encore quelque chose de dire cette méthode, un des points qu'on met en avant et qui est pour nous essentiel? Moi, j'aime beaucoup la décontextualisation à la fin que l'on met avec les J'avoue que métaphores, avec tout j'attendais ça. ce que tu dises, que Ouais. ma question était orientée. Ça marche. Mais non, mais j'ai mis du temps à réfléchir. Je me dis, est-ce que je lui dis, mais parce qu'en fait, moi, je l'utilise plus trop sur la fin. Je l'utilise tout le long, en fait. C'est-à-dire que si j'ai une métaphore qui vient, si j'ai une décontextualisation possible, même sur le début d'un récit, en fait, j'y vais à fond, quoi. Je J'attends pas la fin pour le faire. Et si à un moment donné, dans l'animation, je repère une des métaphores qui a vraiment bien marché, c'est celle que je vais réutiliser à la fin pour la peaufiner, pour résumer tout l'ensemble. Mais j'en utilise tout le temps, en fait. J'attends pas le dernier moment. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends bien. Parce que, je risque de les oublier, c'est ballot. Parce que des fois, j'ai des belles fulgurances. Et ça serait dommage de passer à côté. Et que, ben oui, comme ça vient, et que j'ai pas envie de les écrire pour pouvoir les resservir qu'à la fin, et tout ça. Voilà. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, moi j'ai envie de préciser, c'est parce que on n'est pas toujours satisfait de cette histoire de décontextualisation. Enfin, au départ, c'était ça, c'est-à-dire les personnes qui présentent une situation, on essaye de faire appel à une situation semblable, mais qui s'est passée ailleurs. C'est une manière de faire des liens avec d'autres histoires pour ouvrir le récit, de leur ouvrir plus d'espace. Ça, c'est une première manière de faire. Deuxième manière de faire, c'est surtout nous, on en parle beaucoup entre nous, l'équipe d'Epsilon, c'est les livres qu'on lit, les films, parfois des chansons, des textes de chansons. On va utiliser, ça peut être un passage qu'on a trouvé dans un roman ou un film qu'on a vu récemment, qui fait écho à la situation. On dit, ça vous dit, vous avez vu tel film?
j'ai pensé à une scène de film ou d'une séance sur l'autre, ça arrive même parfois. Vous savez, par rapport à ce que vous avez dit, j'ai trouvé un texte, c'est une manière d'ouvrir, c'est une manière d'inscrire. D'abord, je pense que ce qui nous touche beaucoup, c'est que quand les gens arrivent vraiment à faire récit, ben, on se retrouve avec des récits, pour moi, je dis souvent, c'est une dimension littéraire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils racontent une histoire, et très souvent, c'est des belles histoires. Et ça donne du sens, parce que souvent on dit, il y a une perte du sens du travail social, mais quand une AS qui nous raconte un suivi avec un agriculteur dans la campagne et qu'elle raconte dans le détail comment quotidiennement ou régulièrement elle va le voir et elle va prendre soin de son environnement et qu'elle va se battre pour qu'il puisse accéder aux soins, etc. C'est des histoires d'humanité. Parfois on se dit ces histoires-là, ce seraient des nouvelles ou on pourrait en faire des textes, quoi. Et je dis ça parce que souvent, c'est ça qui donne sens au boulot. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on parle d'objectifs, on parle de projets, de méthodologie de projet. Là, on est à nouveau au cœur de l'accompagnement. Et quand on fait appel au texte littéraire ou au cinéma, c'est ce qui va faire résonner. C'est ça. Il y a ça. Moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est que ça remplace tout le monde dans une espèce d'universalisme. Ouais, C'est-à-dire que les questions qu'ils se posent c'est au ça. départ, ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir ce problème-là, ce caillou dans la chaussure. Et en fait, c'est de pouvoir, en décontextualisant ou en apportant autre chose, de la culture, d'une autre histoire ou de quelque chose qui s'est vraiment décalé à un ailleurs, que c'est peut-être une question qu'on ne pourra jamais résoudre et qu'elle est propre à l'être humain. Et ben, cette question, ils vont se la poser tout le temps, dans toutes les relations. Et que c'est plutôt chouette de pouvoir se la poser tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est aussi une forme de sortie de solitude, en fait. Mhm. Là où je pense que le seul à essayer de résoudre un truc, c'est d'entendre aussi que cette question, depuis la nuit des temps, les êtres humains se la posent de différentes manières. Mhm. Et se la posent grâce à des médias, grâce à la culture, grâce à des tableaux, grâce à tout ça. Et en fait, c'est cette question qu'on essaie de résoudre, elle sera jamais résolue. Mais tenons le coup, continuons à nous la poser simplement. Mhm. Parce que c'est la question du lien, c'est la question de l'entre-deux, c'est la question du désir, c'est la question de l'accompagnement, enfin, de vouloir sortir les gens d'une situation où ils ont parfois rien demandé. Et c'est comment? On fait humain, quoi. Bon, bah Et ça, pour moi, la décontextualisation, c'est ça, quoi. Pour les artistes, on pensait les choses un peu autrement et ça permet de remettre, en tout cas, de la vie là où les gens pensent qu'en fait, ils sont complètement empêchés. et pour ceux qui seraient, par exemple, pour faire prolonger ce que tu viens de dire, ceux qui seraient intéressés par l'approche, par exemple, narrative, Ouais, hein, il y a des liens, quoi. C'est-à-dire, enfin, c'est une formule que j'utilise de temps en temps, on est souvent malade des histoires qu'on se raconte, hein. exactement. Et c'est une possibilité de se raconter les histoires différemment. Et, et en se racontant les histoires différemment, souvent, ça ouvre des modalités nouvelles, quoi, de relations. Ok, alors comme on a été, voilà, on a mis en avant tout ce qui va bien, tout ce qu'on aime bien, enfin, etc. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, en gars, quand même, qu'on peut craindre pour ceux qui, voilà, qui Qui connaissent débutent pas ou qui qui connaissent débutent, par pas. exemple, ou qui connaissent pas. Alors, en Ce serait général, quoi les inquiétudes, les les craintes? craintes, c'est d'avoir quelqu'un qui nous démasque. Moi, c'était peut-être les premières craintes. Qui Qui me co- démasque dans le sens où quelqu'un qui dit, mais vous êtes bon à rien, quoi. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire le fantasme du psychologue qui va se rendre compte, enfin, qui va être dans le groupe et qui va en savoir plus que moi. Enfin, ça, c'est les craintes que je pouvais avoir au début qui ont été quand même, grâce à des expériences régulières plutôt positives, qui ont diminué. D'accord? L'autre crainte, c'est d'avoir des perturbateurs. Moi, je l'ai rarement eu. Je pense que mon expérience pendant très longtemps de travailler avec des ados fait que, vu les loulous que j'avais croisés dans ma vie professionnelle, je me disais, avant qu'il y en ait un qui soit à ce niveau-là dans un groupe, j'en ai pour un moment. Donc ça n'a pas été mon appréhension. L'autre appréhension, c'est que les gens n'aient pas de matière à travailler. Ah oui, ça, on a peur, hein. Ouais. Ça, en général, on a très très peur. Moi, ça y est, j'ai dépassé cette crainte-là. Enfin, en tout cas, je kiffe. C'est-à-dire que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que du coup, si les gens ont pas de situation, ben moi, ça m'enlève un poids d'avoir un truc à résoudre. Donc, du coup, on va pouvoir parler d'autres choses, mais je suis beaucoup plus léger pour la séance, en fait. Donc, je suis plutôt très content. Je suis pas très content. Je suis à la fois content quand il y a des situations, parce que je suis au boulot. C'est pas un Mais ce que problème. je me raconte, c'est, écoute, ça va être différent. Et puis, la Voilà. pression que je me mets ou le niveau auquel je dois accéder pour accompagner un groupe, il est moins important puisqu'ils ont pas de situation. Donc, il y a moins d'urgence de choses à régler. Et on va parler un peu de tout. Ok. Ça, c'est une des choses qu'on pourrait avoir. Et l'autre chose qui pourrait être une crainte qu'on retrouve beaucoup sur les futurs, mais du coup, tu le sais bien que ça, je l'ai beaucoup moins parce que je me suis pas mal entraîné, c'est de devoir faire de la régulation.
à l'intérieur d'un gap. C'est d'avoir des gens qui s'envoient des missiles et des insultes ou qui se parlent d'une manière où le gap puisse pas être là et qu'il va falloir d'abord régler les tensions interéquipes, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, maintenant, je fais de la régulation sans que personne ne le voie, mais ça peut être des choses qu'on peut rencontrer. Et je considère que c'est notre boulot en tant que gappeur. Pour moi, c'est comme si je sais bien que j'aime bien le jardinage, mais faire de la régulation avant de faire du gap, c'est préparer mon terrain, quoi. D'accord. C'est préparer d'avoir le meilleur terrain possible avant de mettre des graines, quoi. C'est que s'il est pourri, je ne pourrai rien faire pousser. On aura l'occasion, hein, à travers ce podcast, à travers les différents revenir sur épisodes, ces hein, de points-là. revenir sur un certain nombre de points, mais et je pense que pour ceux qui nous écoutent et ceux qui connaissent un peu le gap, ils peuvent se dire, ah bon, il y a la présence du cadre parfois dans le gap. Ouais. Très intéressant, hein. Ben oui, parfois. Pourquoi? Alors, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à faire du gap, groupe d'analyse de pratique, on avait plein de règles, quoi. On était obligé d'être à toutes les séances, on s'engageait d'être présent à toutes les séances. Ça pouvait se faire que sur, comment on appelait ça, que sur le volontariat. Enfin, voilà, il y a énormément de règles. Et puis au fur et à mesure, ben, ces règles sont tombées parce que le GAP, c'est devenu un temps de travail institutionnalisé, hein. Donc, ce volontariat, c'est plus une question. Si on devait faire avec les mêmes personnes, quand on voit les turnovers dans les équipes, on se dit comment, avec qui on travaillerait. Donc en fait, le contexte a changé, donc les méthodes ont changé. Et de même qu'il y avait, il y avait une idée forte, c'est surtout pas de cadre. Bon, nous on pratique. Alors il faut bien évidemment que ça a des effets quand il y a un cadre, hein. Il faut les analyser. Mais en tout cas voilà, ce serait une réflexion à avoir. Il y a le fait qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de situation. Effectivement, ça peut faire peur aux gens, hein, quand ils débutent. Quand nos stagiaires, nos apprenants, quand ils vont faire du gap, ils se disent mais s'il n'y a pas de situation, ouais, ça arrive. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on traite ça? Et puis surtout, cette question de régulation. On Ouais. demanderait à lui seul un épisode sur mais comment on fait, comment on gère les conflits. Mais justement, quand même, un tout petit peu, un point là-dessus, pour terminer. Cool. Cédric, c'est comment on fait? Parce que on se le dit entre nous, quand même. Parce que là, on donne tous les aspects positifs du gap. Bon, entre nous, quand même, entre pairs, souvent, on se plaint de la plainte des équipes. Mmh. Et un autre aspect qui est où là, on critique le chef de service ou l'institution. Ah, Comment on c'est autre fait avec chose, ça. ça? Comment on C'est autre fait? Ouais. Comment on fait avec ceux qui se plaignent? Comment on fait? Alors, commençons Ah, par ça. allez. Bon. Bah déjà, moi, en fait, j'ai pas mal, quand tu dis les lectures et tout ça, mais j'ai quand même beaucoup lu, beaucoup travaillé pour aussi modifier ma perception de la plainte. D'accord? Grâce à Cynthia Fleury, j'ai pu faire une différence entre la plainte et le ressentiment. Et le ressentiment, je pense qu'on peut pas trop le travailler. C'est-à-dire qu'il y a une forme de colère permanente. En fait, il y a quelque chose qui est difficile à pouvoir faire recul par rapport à ça. Donc, en fait, s'il y a que du ressentiment, je vais pas pouvoir le travailler en gap. Je vais pouvoir l'accueillir, mais assez rapidement passer à autre chose. Je considère que la plainte, elle a une origine. Elle a un lieu. Elle a une émotion. Et donc, mon boulot, c'est d'accueillir ça. Et que quand j'écoute la plainte, j'écoute des éléments de contexte. Qu'un jour, ces personnes-là vont me présenter des situations. Et si je n'ai pas comme élément de contexte que c'est difficile avec la directrice, que c'est difficile d'être mobilisé sur des évals, que c'est difficile d'avoir un chef de service qui est jamais là. Tu vois, c'est pas tant pour condamner le chef de service que pour comprendre la façon dont ils lisent le contexte dans lequel ils évoluent et qui peut potentiellement participer à un empêchement de résolution d'un accompagnement. Donc c'est ma lecture, en fait, c'est ma perception de la plainte qui a été modifiée et donc c'est plus un problème pour moi. Par contre, j'ai quelques garde-fous. Je vais pouvoir faire une séance ou deux sur de la plainte vis-à-vis de la hiérarchie et tout, mais quand je pense qu'on a suffisamment fait le tour, là, je vois avec les gens ce qu'ils peuvent eux changer pour espérer que l'ensemble change. Si là-dessus ils veulent rien changer, parce que souvent il y a des croyances, c'est pas à nous de le faire, c'est au chef de service, c'est son boulot, c'est à lui de faire ça. À ce moment-là, moi j'invite à ce qu'on se resitue sur les situations, c'est-à-dire qu'on arrête de parler de quelque chose qu'on ne peut pas changer. D'accord. Mais j'accueille quand même cette chose-là. Mais je vais vérifier grâce au questionnement et à tout ce que je peux faire d'habitude, qu'ils peuvent changer quelque chose. Et si à un moment donné, on en arrive à la conclusion que c'est comme ça et qu'ils peuvent rien changer, bah à ce moment-là, on se remet sur le terrain. Et je les invite à. Et ça se passe beaucoup mieux, en fait, quand je fais ça, plutôt que de dire, non, là, c'est de la plainte, c'est pas de l'analyse des pratiques, revenons à ça. Ok. Parce que souvent, moi, j'ai des groupes qui disent, quand ils ont eu d'autres animations, avant que j'arrive, oui, oui, et puis on sait, en analyse des pratiques, on parle pas des problèmes institutionnels. Je dis, ah bon?
Et c'était la règle de beaucoup d'animateurs de Gap, en fait, de les interdire de parler de problèmes. Et donc, ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas le droit d'en parler. Ils ont des empêchements, mais ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc, ils ont aucun espace pour pouvoir parler de ça. Mais je pense que l'animateur, il est super mal, parce que nous, quand il parle du chef de service, souvent, il nous parle de souffrance au travail, de ça. Il faut qu'on arrive, nous, à prendre suffisamment de distance pour pas partir non plus dans le bureau du chef de service à la fin d'une séance pour dire, oh, comment tu traites les gens. Parce qu'on a des gens qui s'écroulent, on a des gens qui pleurent, on a des gens qui en peuvent plus. Et donc, c'est toujours un récit, en fait, qu'on récolte. Et pas une vérité à 300%. Et donc, moi, j'ai pas à la résoudre. C'est de voir comment cette personne qui pleure va pouvoir peut-être, et ça peut être une situation pour moi, une relation avec un chef de service. Ça peut être une situation qu'on travaille. Mais l'idée, c'est toujours celui qui présente la situation, c'est celui qui va devoir faire un petit pas différent pour proposer avec son chef de service une danse différente. Mais, est-ce que je réponds? C'est un peu complexe, mais... Non, non, en tout cas, c'est vrai que c'est un point très important auquel on aura l'occasion de revenir dans un prochain podcast, sûrement sur la question de vraiment travailler cette question de la plainte, parce qu'effectivement, c'est l'animateur qui doit changer sa vision de la plainte. c'est voilà. Et du coup, quels sont les outils dont on dispose? Moi, je pense dans ce que tu dis, j'utiliserai justement une métaphore, hein, se donner des interdits du type, on parle pas d'institution. C'est quoi l'effet? C'est, on met un couvercle, l'eau monte, et ça chauffe, ça fausse, et puis ça bout, et puis le couvercle, ça fait du bruit, et on peut plus travailler du Gap. Donc, l'idée, c'est ne pas en parler, de dire par principe on n'en parle pas, c'est contre-productif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin là-dedans, ce serait de dire la plainte, c'est comment la problématiser. Exactement. Une fois qu'on l'a problématisé, on arrive à en sortir. Et c'est ça qu'il faut mesurer. Mais du coup, faut pas viser ça comme une plainte et comme si c'était un problème pour nous. C'est-à-dire, Voilà. ça reste une matière, Et avoir une pas technique. celle qu'on préférerait avoir, pas celle qu'on préférerait recevoir, mais en tout cas, c'est ça qui nous ramène aujourd'hui. Et donc, c'est nous. Tu vois, c'est l'image que je donne au groupe, mais du coup, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je suis un très bon cuisinier. Tu sais que je kiffe ça. Et c'est eux qui me ramènent les ingrédients. Donc, je fais aussi avec ce qu'ils me ramènent. Exactement. Et à moi de fabriquer la cuisine, quoi. Exactement. Et de fabriquer le plat. Quelle technique on a? Voilà. On a une technicité pour pas ne se laisser nous entraîner par ce flot de plaintes qui mène nulle part. Ça, c'est la première question. Puis un point que tu as soulevé, mais encore une fois, on pourra pas aller sur cet épisode aussi loin. C'est la question de, bon, je vais le dire comme ça, comment on ne prend pas laisser parler, par exemple, d'un problème institutionnel. C'est surtout pas prendre le sac à dos du groupe, du problème du groupe, et surtout de ne pas se laisser embarquer dans leur souffrance, dans la critique que le groupe. Voilà, on n'est pas là pour prendre. La systémie a beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'en fait, je considère potentiellement ce chef de service est comme ça, dans ce contexte-là, avec cette équipe-là, dans ce lieu-là. Et je ne peux pas en conclure que ce mec-là est comme ça. Bon. Et donc, du coup, ça me permet toujours, du coup, de prendre ça avec une forme de relativité. Ouais, c'est ça. Par contre, maintenant, ce que je vérifie, si j'ai fait qu'une séance où ça pourrait ressembler à de la plainte, ce que je vérifie à la fin maintenant avec les groupes, c'est est-ce qu'ils vont mieux qu'en début de séance. L'autre croyance que je peux avoir très forte, c'est que si on remue que de la plainte, à la fin d'un gap, on peut être moins bien que si on n'en avait pas parlé, tu vois, de se plaindre, de se plaindre. Ben voilà. Et donc, c'est de vérifier si, du coup, c'était bon pour eux, ça va. Donc, en fait, je redis, OK, aujourd'hui, on a été pas mal sur le contexte, sur votre contexte d'évolution, sur tout ça. Beaucoup de souffrance, ça a beaucoup pleuré, mais du coup, ça va un peu mieux en fin de séance ou c'est pire qu'en début de séance, du coup? Et du coup, on retravaille ça en disant, OK, ben, du coup, c'est une matière, mais faut qu'on soit vigilant. En tout cas, moi, je suis vigilant. Est-ce que vous alliez pas moins bien en fin de séance? Parce que du coup, j'aurais pas fait mon travail. J'aurais juste été dans la plainte et l'alimentation de cette dernière, de mon point de vue. Okay. Et s'ils disent oui, c'est un peu plus léger, ça fait du bien d'en parler, ça nous a permis de voir les choses un peu autrement et de mieux comprendre ce que mon collègue vivait dans la même situation. Voilà. Pour moi, j'ai fait mon job d'accompagnement de la plainte. Potentiellement. Bon, okay. Et je fais tout ça dans l'objectif qu'un jour, le terrain soit suffisamment bien préparé pour avoir des situations. Des situations. C'est-à-dire qu'il soit en confiance, d'une reconnaissance de ce qu'il dit. Ok. Bon, bah, je propose pour clôturer, peut-être qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as toujours, ton désir, il est toujours aussi vif d'animer les groupes d'analyse après autant d'années? Parce qu'il n'y a pas d'habitude qui s'inscrit, en fait. Moi, je crois que c'est ça. Il n'y a pas d'habitude. Je me suis rendu compte, j'ai souvent changé de job, en fait. Ouais. Et là, c'est la première fois que j'ai pas envie de changer de job. Et alors que ça fait 3-4 ans que je le fais maintenant. Ouais. J'ai rarement été aussi longtemps sur un truc. Rien ne se ressemble. Moi, hier, j'ai eu une journée entière avec un groupe. Rien ne s'est passé comme j'aurais pu l'imaginer.
On a des idées sur un groupe et quand on le retrouve, c'est pas du tout ce dont il va parler, c'est pas la dynamique qu'on avait imaginée. Ben voilà, je suis de surprise en surprise et je suis jamais sur un long fleuve tranquille, quoi. Et je crois que c'est ça que j'adore, c'est de faire cette chose tout terrain et que tout le temps c'est un exercice à recommencer. Il y a rien d'acquis. Enfin, je crois que je kiffe ça, quoi. Du coup, je m'ennuie jamais et je crois que c'est important. Ben voilà, moi je m'ennuie pas. Bon, Et ouais.